Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Collection, l'émission littéraire de Madame Figaro. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les lectures d'été, ces livres que l'on lit quand les journées s'allongent et que l'on a envie de se nourrir d'histoires et de mots. C'est maintenant avec nos deux invités. Qu'est-ce qu'on lit en été? Comment lit-on quand on a enfin du temps, et ce temps précieux auquel on court trop souvent après, qu'on soit sur une plage, à la montagne, à l'étranger? Est-ce qu'on révise ses classiques? Est-ce qu'on rattrape les nouveautés qu'on n'a pas eu le temps de lire dans l'année? Ou est-ce qu'on se plonge dans l'un de ces page-turners qui nous font tout oublier, tout sauf l'intense plaisir de s'immerger dans une histoire comme dans l'océan, d'être suspendu aux faits et gestes d'un personnage, comme s'il s'agissait d'un membre de notre famille, d'un ami de toujours ou même d'un amant? Pour en parler, nous avons réuni deux invités qui, justement, sont des auteurs, qui sont les auteurs de ces livres qu'on ne peut plus lâcher une fois qu'on les a commencés. Bonsoir Valérie Perrin. Bonsoir. Vous êtes auteur, scénariste. Vous avez signé 4 romans, dont Changer l'eau des fleurs en 2018, qui s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires. Votre dernier roman, Tata, est sorti en septembre. Ce roman, c'est un roman qui parle de 2 vies entrecroisées. Il y a d'abord Colette, une cordonnière. C'est l'une de ces femmes qu'on appelait il y a encore pas longtemps une vieille fille. Ouais. Ce mot un peu désuet. Ouais. Et dont la particularité est d'être fan du football club de Guignon. Donc il y a sa vie et celle de sa nièce, une réalisatrice au cœur brisé, qui va découvrir que derrière la vie de sa tante, il y avait beaucoup de secrets. Et Franck Tillier, bonsoir. 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 Vous êtes écrivain, scénariste et vous êtes, je cite, un site de vente bien connu de tout le monde, vous êtes l'auteur de thrillers préférés des Français. Voilà. Dans votre dernier livre, À retardement, sorti en mai, on retrouve le personnage que vous avez créé, l'inspecteur Charcot, et sa compagne, Lucienne Bell, qui est elle aussi policière, aux prises avec un tueur qui commet des crimes horribles en jouant avec la santé mentale de ses victimes. Avec des scènes très violentes, comme vous en avez, vous aussi, le secret. Pour en parler, nous sommes avec Bernard Babkin, l'homme qui plonge dans les livres pour en parler ensuite dans Madame Figaro. Et nous sommes avec Joseph Gosne, directeur adjoint de la rédaction. Mais avant de demander à nos invités ce qu'est pour eux une lecture d'été, quels sont les livres les plus solaires qui les ont marqués et ce qu'ils vont lire en vacances, si vous en prenez, je vous propose de regarder une courte vidéo. Le 12 juin s'est tenue la 21e édition du Grand Prix de l'héroïne, le prix littéraire de Madame Figaro. Nous avons posé ces questions à nos 4 lauréates, Mathilde Inzelin, Flore Mongin, Suzy Poit et Christine Angot, ainsi qu'à certaines des membres de notre jury. On les écoute. Alors, un roman d'été, qu'est-ce que ça m'évoque tout de suite? Ça m'évoque l'essence. Le fait qu'en été, le rapport à la chaleur, au fait qu'on se dénude un peu plus. Voilà, ça m'évoque tout de suite un roman qui aurait lieu au bord de la mer. Ça m'évoque quelque chose d'adolescent aussi, mais c'est très positif. Pour moi, comme pour beaucoup, c'est souvent des chefs-d'œuvre de la littérature qu'on lit ou qu'on relit. C'est un texte qu'on n'a pas eu le temps, le loisir de lire le reste de l'année parce qu'on était débordés. Pour moi, l'été, c'est une espèce de plage dans laquelle on a le temps, on n'est pas pressé et on peut prendre le temps vraiment de se poser et de se déployer à travers une œuvre. Il y a un nom japonais pour ça, quand on amoncelle un tas de livres, des livres de chevet ou des livres qu'on a achetés pour un titre, pour une phrase. On attend le moment de l'été pour découvrir les trésors qu'il recèle, quoi. L'été, c'est vraiment le moment où on fait pause et on se dit, tiens, je vais redécouvrir une langue, finalement, que je n'ai plus beaucoup l'occasion de côtoyer. I'm really bad at being on holiday and I'd always rather be at home working, so summer books for me are often very gritty novels set in cities on the brink of disaster and I would never read a light book on holiday. I might if I wasn't on holiday to sort of dilute the grittiness of real life. Le roman d'été qui m'a marqué. J'ai relu Orlando de Virginia Woolf, qui est un livre que j'adore et que je relis régulièrement. Chacun a sa propre définition du roman d'été. C'est sans doute un moment qu'on va pouvoir enfin consacrer à la littérature et à lire.
Le blé en herbe, c'est un livre que j'ai lu pendant l'été, je me souviens, adolescente, qui m'avait beaucoup marqué. Un texte de Annie Lebrun qui s'appelle Ombre pour ombre. C'est de la poésie en prose. Je l'ai depuis le début de l'année. Et comme j'ai fait plein de choses cette année, je me dis que j'ai rendez-vous cet été avec ce livre-là, que j'ai déjà parcouru, mais dans lequel je veux me replonger. L'été dernier, j'ai commencé à me plonger à la recherche du temps perdu. Je n'ai pas eu assez de mes 2 mois pour pouvoir continuer à lire toute cette œuvre. C'est bientôt l'été. C'est l'occasion pour moi rêver de pouvoir me poser et de pouvoir continuer à tirer ce fil que j'ai déroulé l'été dernier. Valérie, vous êtes la première à qui j'ai envie de poser la question. Qu'est-ce que c'est pour vous une lecture d'été? Alors, effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de léger, mais c'est indispensable. Pour moi, des vacances réussies, c'est tout d'abord un très bon roman. Parce que j'aime tellement ça, je pars avec 4-5 livres, voire plus. Et je me dis comme ça, mais c'est une maladie chez moi, j'ai toujours besoin d'avoir des dizaines de romans d'avance. Mais c'est souvent du polar. Moi, j'adore ça, j'adore ce genre. Et plus c'est terrible, et plus je passe de bonnes vacances. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous, Franck, est-ce que quand on est auteur de polar, on lit aussi des polars en été? Oui, c'est un genre évidemment que j'aime, qui est le mien. L'été, j'aime bien vraiment lire les livres que j'ai mis de côté dans l'année, parce qu'on a le temps. On ne court pas entre 2 trains, on n'a pas de rendez-vous, donc on a vraiment le temps de se poser. Puis c'est aussi une période où je vais découvrir des classiques que je n'ai pas eu le temps enfin que je n'ai jamais lus en fait. Moi, ayant une formation plutôt scientifique, j'ai un peu de retard dans tous les classiques, donc pendant les périodes d'été, j'ai lu des Dostoïevski, des Kafka. Là, je prévois de lire 100 ans de solitude, parce que ça fait partie des grands romans, mais moi, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, j'aime bien aussi lire ces classiques qui demandent quand même du temps de se poser pour vraiment les apprécier. Vous allez donc lire. Est-ce que vous allez aussi travailler cet été? Moi, en même temps, je pense que quand on lit, on travaille. Parce que quand on lit les autres, pour moi, c'est fondamental. Je lis énormément, parce que lire les autres, c'est aussi se nourrir soi-même. Donc, non, je n'ai pas du tout l'intention de travailler cet été, mais j'ai l'intention de beaucoup lire. Et d'ailleurs, j'ai revisité, moi, Pagnol, Marcel Pagnol. Pourquoi Pagnol? Parce que je l'aime d'amour, et puis parce que c'est une très belle langue, et puis parce que je trouve qu'il n'est pas oublié, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je crois que dans mon prochain roman, je voudrais lui rendre hommage. Donc, je vais relire Pagnol. Et c'est une lecture solaire aussi, vous parlez de 100 ans de solitude. Les cigales. Voilà, vous parlez de 100 ans de solitude, vous ne l'avez pas encore lu, mais c'est aussi quelque chose de solaire. Est-ce qu'une lecture d'été, même si elle n'est pas forcément légère, comme vous l'avez dit, est-ce que vous avez envie quand même qu'elle résonne avec votre état d'esprit, même votre lieu de vacances, ou alors est-ce que c'est complètement décorrélé? Est-ce que vous pouvez lire tout et n'importe quoi? Oui, c'est plutôt décorrélé, parce que justement, étant en écriture un peu tout le temps, y compris l'été, parce que moi j'aime bien écrire l'été, parce que c'est une période justement où on n'est pas dérangé non plus par tout un tas de rendez-vous extérieurs. Donc pour moi, c'est vraiment de l'écriture plaisir aussi, ça reste du travail. Donc j'essaie quand même de lire des choses assez décorrélées, pour pas que ça vienne interférer. Mais par exemple, j'ai un copain auteur qui s'appelle Michel Bussy, qui vend aussi énormément, et j'adore lire ses livres l'été, parce que alors déjà il y a des twists incroyables, donc on est vraiment dans ce roman qu'on dévore, mais c'est aussi un voyage, ces livres, parce que ça se passe en Guadeloupe, ça se passe à La Réunion, et donc quelque part à travers ces livres on voyage. Et moi je le dis toujours, et Valérie le sait aussi, chaque livre c'est vraiment un voyage, et donc finalement, même en restant chez soi, dans son jardin, on voyage aussi à travers les livres, et ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on jalouse ce qu'on lit quand on est auteur et qu'on est justement en train de travailler, qu'on travaille tout le temps, ou alors est-ce qu'on prend des choses comme ça, ou est-ce qu'on se dit non, surtout pas? Non, c'est pas la jalousie, c'est de se dire mais il a une idée géniale, et dommage que je l'ai pas eu avant. Non, il y a évidemment... Enfin, moi, j'ai par exemple lecture d'été aussi, des Souris et des hommes, par exemple, j'avais découvert ça il y a quand même longtemps maintenant.
Et de se dire que ce roman, qui fait 150 pages, est un chef-d'œuvre absolu, qui est écrit dans un langage parlé, de se dire, mais ça, c'est le roman que j'aurais aimé écrire, parce que je le trouve... Et il touche tout le monde, hein, on parle de littérature un peu d'été, donc populaire, et c'est un roman qui parle à tout le monde et qui est écrit par un grand auteur. C'est pas de la jalousie, mais c'est un respect de se dire, mais voilà, il y a une œuvre qui est là, et j'aurais adoré voilà, me rapprocher, écrire un peu ce roman, mais il y en a d'autres, comme La Route de Cormac McCarthy. Je l'admire parce que je me dis, je suis incapable d'écrire ça parce que c'est pas du tout mon genre, mon style. Dans le roman, il y a un style incroyable et puis il ne se passe pas grand-chose, mais on est scotché au livre. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Quand j'écris, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. À chaque page. À chaque page. Et donc, il y a cette admiration de dire, mais comment on peut agripper un lecteur avec ce rythme oscillant. Et donc, c'est que la magie passe par autre chose, par l'universalité, par les rapports humains. Et donc, c'est plutôt de l'admiration que de la jalousie, finalement. Est-ce qu'on écrit en été, si vous écrivez en été, est-ce qu'on écrit en été différemment qu'en hiver, par exemple? Parce qu'on parle de romans d'été, de livres d'été, on ne parle pas de livres d'hiver. Non, on écrit toute l'année de la même manière, enfin je pense pas du tout que la météo puisse nous influencer. Et pour revenir sur la jalousie, alors moi c'est tout le contraire. Moi plus j'aime un livre, plus je l'offre. Ah ouais, je suis en admiration devant certains auteurs et au contraire, j'adore tomber amoureuse d'un roman. D'un autre auteur. Ah oui, j'adore ça. Mais moi, ça change quand même l'été parce que, oui, parce je me lève tôt. Tranquille. Je me lève tôt, vers 7 heures. Il fait jour plus tôt. Oui, oui, parce qu'en fait, l'hiver, c'est horrible de commencer à écrire dans le noir. Enfin, je trouve... des romans noirs dans le noir. Oui, justement. Je suis dans le noir toute la journée dans mes histoires. Et c'est vrai que cette lumière fait vraiment du bien. J'ai de la chance de vivre à la campagne, donc j'ai le jardin qui est en fleurs. C'est magnifique dehors. Et donc, parfois, en fait, je me surprends à regarder mon jardin et à ne pas écrire. Mais en fait, quelque part, j'écris aussi, puisqu'en fait, l'écriture, c'est pas que taper, puisque ça irait très vite d'écrire un livre. Et ça, c'est un automatisme qui se crée pendant l'été. Et donc, les journées plus longues, moi, je trouve, favorisent peut-être l'imaginaire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire l'été. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de fleurs dans vos romans, hein? Non, elles sont dans mon jardin. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment une réflexion que j'ai. Quand je me mets un peu à distance par rapport à moi-même, je me dis, mais quand même, je passe vraiment 90% de mon temps avec des cadavres. Des fêlés, avec des gens très étranges. Vraiment la noirceur humaine. Et des fois, je sors de là et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? C'était terrifiant. Et donc, la lumière est importante, extérieure. Et au bout d'un moment, ça ne vous fait pas peur d'être toujours dans ce noir, là, cette noirceur du monde? Non? Vous n'avez pas envie d'écrire une comédie? Alors, alors, entre deux livres, parce qu'en fait, je ne sais jamais ce que je vais écrire le roman suivant. Puis je me dis, bon, j'ai quand même écrit beaucoup de polars, j'aimerais bien, pourquoi pas, quelque chose de plus léger. Donc, j'y pense, parce qu'en fait, dans cette phase de recherche d'idées, je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien quand même écrire un truc un peu plus léger. Mais dès qu'une idée apparaît, au bout de 10 pages, j'ai un cadavre. Donc ça ne marche pas. Donc je retourne dans mes Mais c'est marrant parce que vous aussi, quelque part, dans votre dernier roman, il y a quelque part, il y a des cimetières et des cadavres. Mais c'est vrai que vos livres, on dit souvent qu'ils sont feel good, c'est un terme un peu réducteur, mais on dit souvent qu'ils sont très lumineux, à l'inverse. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça vous touche quand, comme ça, le public vous dit « votre livre m'a fait du bien » En fait, c'est très particulier parce que mes livres, ils sont extrêmement sombres et noirs, mais ils sont quand même traversés par beaucoup de lumière. Et oui, ça me touche beaucoup. Et je me rends compte à quel point mes lecteurs sont touchés par mes histoires, parce qu'ils ressentent des choses très fortes. Comment vous expliquez ça? À travers ce que vos lecteurs ont pu vous dire, j'ai lu des choses comme ça sur le fait que les livres font du bien. Comment vous expliquez que vos livres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils leur font du bien? Alors, on va partir on va parler de Changer l'eau des fleurs, même si c'est injuste par rapport aux 3 autres, mais on va dire que c'est peut-être celui qui est vraiment universel et qui touche le plus de pays. Et c'est très, très surprenant parce que c'est l'histoire d'une guerre de cimetière. Ça se passe dans un cimetière, ça parle de beaucoup de morts, mais aussi beaucoup de vies, justement. C'est paradoxe. Je pense que les gens, au bout d'un moment, avec moi en tout cas, ils ne parlent plus de personnages, mais quand ils me parlent de Colette ou de Violette ou de Justine, ils me parlent de quelqu'un qu'ils ont le sentiment de connaître, quelqu'un de leur propre famille, d'un proche. Je crois que c'est ce qui les touche. Et puis, effectivement, il y a quand même beaucoup de cimetières. Il y a des disparitions, on se pose beaucoup de questions, il y a toujours une enquête, un fond d'enquête, des secrets, oui. Ce qui fait que je crois que mes lecteurs ont envie de savoir jusqu'où je vais les amener.
Est-ce que c'est en créant des paradoxes, justement, qu'on arrive à capter l'attention, en étant justement dans ce pas va-et-vient, mais quand même dans ce ce que vous disiez, dans ce paradoxe. C'est paradoxal, souvent, enfin, je trouve, dans mes romans. Oui. Quand on me dit c'est du feel good, je me dis, mon Dieu, ça se passe toujours dans des cimetières ou la maison de retraite ou dans un refuge pour les animaux, avec des vies assez cabossées. Mais je cherche tout de même dans tout cela la poésie. Vous cherchez la lumière. La lumière et la poésie. À rendre compte de ça. Je parlais des Oubliés du Dimanche à 10 ans cette année. Et les Oubliés du Dimanche, c'est une jeune femme qui est aide-soignante dans un EHPAD et qui le fait par choix. Et ça me plaît que mes personnages, ils choisissent. Mais c'est dur de travailler dans une maison de retraite, et c'est dur sa vie. Et pourtant, je suis allée quand même chercher la poésie qu'il y avait chez une femme qui avait presque 100 ans, qui est en train de mourir, qui attendait que son amoureux vienne la chercher sur une plage imaginaire. J'ai besoin de ça aussi, moi sans doute. Et j'aime partager ce plaisir-là avec mes lecteurs. Et en même temps, dans les cimetières, on peut faire de belles rencontres. Ah, mais moi, j'adore les cimetières. Oui, non, parce que c'est pas forcément triste, un cimetière. Non, pas forcément. C'est un bel hommage, on rencontre des gens, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. Vivant, hein, vivant, les mots d'amour, les habitués, les gens de passage. Oui, c'est une autre famille, ça reforme une famille différente. Moi, je voulais juste vous poser une petite question sur... Dali disait que le centre du monde, c'était la gare de Perpignan. Est-ce que vous, votre centre du monde, enfin le centre cosmique, il parlait, est-ce que ça ne serait pas Guignon? Si, je pense qu'avec le recul, on pourrait dire ça. J'ai grandi là-bas, je suis arrivée, j'avais 1 an, et mes 4 premiers romans se passent complètement dans cette Bourgogne-là, en tout cas. Oui. Et c'est une Bourgogne qui vous inspire beaucoup. C'est Pourquoi elle vous inspire autant, cette Bourgogne? Parce qu'il y a la proximité entre les gens, parce que tout le monde se connaît. Ce que j'ai essayé de comprendre aussi à travers Tata, le dernier, c'est qu'on a tous grandi, on était tous des communautés différentes, parce qu'il y a une grosse usine, ArcelorMittal aujourd'hui, qui s'appelait... Il y a le foot aussi. Il y a le foot, mais il y a surtout cette usine qui a réuni plein de communautés. On a tous grandi entre nous, on se connaissait tous. Il y avait une sorte de communion au stade quand j'étais jeune, parce que Guignon, c'était une grosse équipe à l'époque, elle est restée longtemps en 2e, voire 1re division. Et puis, tout le monde se connaît, et je trouve que c'est très fertile comme terrain. Et en même temps, un jour, vous avez envie d'en partir. Il faut, à la conquête de Paris, du béton, du ciment, et quitter la campagne. Tout à fait. Et pourquoi? C'était très important pour moi, il fallait fuir, il fallait se sauver de là. Et je ne pensais jamais que j'y retournerais. Et pourtant, non seulement j'y suis retournée, mais j'ai même racheté une maison. Mais c'est ce que j'ai beaucoup essayé d'explorer dans 3, avec Adrien, avec 3 enfants. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on en parle rarement de ça. Qu'est-ce que ça fait quoi quand on a vécu en province toute sa vie, à 18 ans, de se retrouver sans argent dans une petite chambre de bonne à Paris pour faire des études ou pour travailler? Dans mon cas, c'était pour travailler. Et je trouvais que c'était hyper important d'en parler parce qu'on n'en parle jamais de cette violence-là. Et vous aussi, Franck, vos romans se passent à Paris? Oui. Moi, en les lisant, j'ai le sentiment aussi que la ville et la banlieue sont comme un personnage. On a l'impression qu'il y a une violence de ville, quoi, quand même. Il y a une espèce de cruauté de la ville qui apparaît tout le temps. Est-ce que c'est important, cette notion? Il y a des morts à la campagne aussi. Hein. Oui, voilà, aussi. Mais vous, c'est quand même la ville, elle est puissante. Oui, dans le polar, il y a... L'ambiance est extrêmement importante, l'atmosphère, et souvent les lieux sont des personnages. La ville est importante, effectivement, puisque je parle d'une brigade criminelle qui travaille de fait à Paris, donc les enquêtes se passent à Paris. Puis parfois j'ai besoin d'en sortir, parce que c'est vrai qu'il faut aussi des forêts, des cours d'eau, voilà, c'est propice quand même à l'enquête policière. Mais j'aime aussi écrire des histoires qui vont carrément qui vont sortir des villes. Le roman précédent, Nord-Ferville, se passait dans le Grand Nord québécois, donc vraiment dans des villes, communautés isolées, parce que je trouve que ces ambiances, ces petites villes contribuent à renforcer une atmosphère très forte. Moi, j'adore l'histoire huis clos aussi, et ça, donc c'est un peu des armes qu'on a, nous, les romanciers, voilà, pour enfermer encore plus notre lecteur. Et on va en parler là, à retardement. En même temps, dans les villes, il y a des hôpitaux psychiatriques, il y en a moins à la campagne, et puis là, on va voir que c'est terrible. Ça peut être terrible. Terrifiant. Pourquoi vous avez voulu justement aller sur le sujet de la santé mentale sur ce roman-là? C'est un sujet d'actualité. Je me suis demandé si le fait que ce soit un sujet d'actualité vous avait inspiré.
Mais non, parce qu'il écrit beaucoup avant. Oui, oui. Non, mais oui, je savais pas du tout. Pas en 24 heures. Non, mais ça fait quelques années que le sujet est quand même plus d'actualité. C'est très, c'est une vigie. Vous êtes une vigie un peu. Enfin, vous sentez les choses venir aussi. Alors, effectivement, j'ai fait mes recherches sur le roman en 2023 et je ne savais pas du tout que ça allait être l'année de la santé mentale. Alors. Pour répondre à la première question, pourquoi la psychiatrie, ou la santé mentale, c'est parce qu'en fait j'écris des romans policiers dans lesquels des gens basculent. Il y a un passage à l'acte, il y a à un moment donné une personne qui est intégrée ou pas dans la société, qui va commettre un acte absolument terrifiant et qui va sortir des règles. Et donc je m'intéresse depuis le début à ce qui se passe dans la tête des gens. Donc la bascule à l'intérieur de l'être m'intéresse, donc la psychiatrie forcément. J'en parle toujours un peu dans mes romans, mais là j'avais envie d'en faire un sujet, le cœur du livre. Il se trouve que c'était aussi une opportunité. J'ai eu l'opportunité de visiter, en tout cas de passer un peu de temps dans une unité pour malades difficiles, une UMD qui est un établissement où on soigne les patients les plus dangereux, qui souvent sont passés à l'acte, qui ont tué d'autres personnes. Il y a une dizaine en France, hein, c'est pas très répandu. Il y en a 11 et des toutes petites structures. Il y a maximum 40 chambres, donc on voit que c'est très petit. Et c'est surtout très sécurisé. Et c'est ça qui a été le déclencheur, parce que je me suis vraiment plongé au cœur de ce qu'est la psychiatrie, de ce qu'est la maladie mentale, de ce qu'est la souffrance mentale. Et je m'intéresse aussi beaucoup à cette notion de se dire pourquoi quelqu'un irait en prison ou en psychiatrie. Donc cette notion d'irresponsabilité ou de responsabilité pénale, qui est une notion dont on entend parler, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est d'actualité, hein, on voit bien ce qui se passe dans les lycées, enfin, c'est effroyable, et de se dire, est-ce que derrière, il y a un acte conscient, prémédité, préparé, ou une maladie. C'est primordial, ce thème-là, c'est très très important, parce que vous dites, à un moment, alors le terme fou, c'est un peu générique, et voilà, mais on ne juge pas les fous. Donc, mais à quel moment, c'est les psychiatres qui décident ça. C'est très difficile de savoir. Quelqu'un qui a un acte terrible, qui tue quelqu'un, si les psychiatres le déclarent irresponsable, il passe directement en psychiatrie, et il passe pas par la case procès, prison en tout cas, et procès. Oui. Et je trouve ça, les familles commencent à dire maintenant, les familles de victimes trouvent ça très cruel pour elles, qui passent pas par cette case-là. Oui. Et en plus, la psychiatrie, c'est quand même pas une science fondamentale très sûre. Oui. On le voit dans votre roman aussi, hein, que les psychiatres se disputent entre eux, ils n'ont pas le même avis. Donc pourquoi, est-ce qu'il faudrait pas changer quelque chose? Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un procès pour tout le monde et dire finalement, cette personne est irresponsable et donc on va le mettre en psychiatrie? En plus, sachant aujourd'hui l'état des hôpitaux psychiatriques et de ces unités là, l'état des prisons, il y a le combat comme ça entre la prison, ils se renvoient les malades un peu, c'est terrible, non? Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu ça, enfin? Oui. Alors ça évolue positivement, parce que c'est vrai que dans notre société, quand il y a des crimes comme ça absolument terrifiants qui sont commis, il faut toujours se mettre du côté des victimes. Et les victimes ont besoin de réponses. Elles ont besoin de comprendre ce qui s'est passé, d'être entendues, de comprendre ce qui s'est passé. Et qu'il y ait un jugement, c'est-à-dire que la personne qui a commis cet acte paye. Or, c'est incompatible avec la maladie mentale. Depuis l'aube des temps... On ne sait pas trop, d'ailleurs, depuis très longtemps. Oui, je crois que ça remonte aux Romains. On ne juge pas les fous. Alors, il n'y a qu'au Moyen-Âge où... c'était une période assez barbare où on les jugeait, c'est-à-dire le fou qui entendait des voix, il était considéré un peu comme le diable, ça dépendait des voix, mais voilà, ils étaient jugés et puis tués, quoi. Mais sous le cadre de la loi. Oui, donc on a besoin, mais malheureusement, la place du fou, de la personne atteinte d'une maladie mentale n'est pas en prison. Imaginez que la personne est malade mentale, elle n'a pas compris, elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait, et qu'il y a quand même un procès. La vérité, on ne sait pas trop, et on met cette personne en prison parce que c'est ce qu'on veut. On va dire, bon voilà, on va la mettre en prison. Mais il ne sera pas soigné. Elle n'y sera pas soignée, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, elle va sortir. Vous imaginez l'état qui aura probablement empiré, et probablement une récidive. Quand la personne va en psychiatrie... Il peut sortir aussi. Il peut sortir aussi, mais c'est un double enfermement. D'abord, il y a l'enfermement du lieu. Parce que l'UMD, c'est quand même pas... L'UMD, oui, quand on est dans une... Souvent, ils vont à l'UMD, quand il y a eu un crime comme ça. Donc, il y a un premier enfermement, le deuxième enfermement chimique, obligation de traitement, et surtout, c'est qu'il n'y a pas de sortie tant qu'un comité d'experts, de psychiatres internes à l'UMD, mais aussi extérieurs, estime que cette personne est encore dangereuse pour la société. C'est là que c'est difficile. Que ce soit au bout de 2 ans, 10 ans, 20 ans, s'il y a encore la moindre soupçon de dangerosité, la personne reste là.
quand on dit c'est bon, elle n'est plus dangereuse pour la psychiatrie, on la sort de l'UMD, elle retourne en psychiatrie classique, c'est-à-dire c'est même pas dans la psychiatrie classique, on peut vite sortir de l'hôpital. Hein. Oui, on peut s'en échapper. Mais si la personne sort de l'hôpital, ça veut dire qu'il y a eu des gens dont c'est le métier qui ont jugé que cette personne était apte pardon. Non, je t'en prie. Juste vous poser une petite question, parce que je sais que vous avez animé des ateliers d'écriture en hôpital psychiatrique. Moi, je l'ai fait aussi pendant de nombreuses années, et ça s'est très bien passé. J'avais des malades qui n'avaient tué personne, mais des schizophrènes, enfin de tous les types de maladies mentales. Ce qui m'a un peu choqué à cette époque-là, à ce moment-là, c'était la rivalité des médecins entre eux et des chefs de service, qui n'avaient pas du tout la même opinion sur les malades, et je trouvais qu'ils étaient plus dangereux que les malades, finalement. Oui, ça c'est la rivalité. Alors, vous devez faire livre. Vous auriez dû. Elle existe dans la médecine. Elle existe dans la médecine, la rivalité. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a vraiment deux types de psychiatres. Oui, mais là, avec la santé des gens, avec la vie des gens. Alors, moi, je le dis, il y a le terme chimiatre, c'est-à-dire qu'il y a des psychiatres, encore aujourd'hui, qui ne se basent que sur le traitement. Il n'y a pas du tout d'humain derrière, c'est-à-dire, bon, lui, il a telle maladie, on met tel traitement. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées étaient des personnes qui apportaient vraiment une importance à l'être humain. C'est ça, moi, je pense que là où elle évolue la psychiatrie, c'est qu'il y a quand même, aujourd'hui, on n'est plus dans les asiles de fous où on faisait subir aux patients des traitements très douloureux. Ça a quand même bien évolué. Évidemment, ça reste quelque chose de compliqué. Et il y a le progrès des neurosciences aussi. Oui, il y a les neuroleptiques, voilà. Bah oui, c'est tout ça en fait. C'est passionnant. Hein, c'est passionnant, mais là-dessus. Votre livre en fait, cela passionnant, c'est qu'il soulève en fait plein de questions et que non seulement c'est une lecture, c'est un polar comme on l'a dit, c'est une enquête qui nous agrippe, mais c'est aussi un sujet qui nous parle à tous. Alors c'est un peu loin, mais j'aimerais qu'on regarde une autre vidéo qui nous rappelle aussi tout ce que les livres quels que soient ces livres d'été, ces livres dans lesquels on se plonge, quel que soit leur sujet, c'est parce qu'en fait on s'y retrouve. Et pour ça, on est allé poser la question des lectures d'été à Alex Lutz. Alex Lutz, il est auteur, comédien, réalisateur, et il a présenté à Cannes le nouveau film qu'il a réalisé, donc Connemara, adaptation du livre de Nicolas Mathieu, qui sortira le 10 septembre. C'est quelqu'un qui a cette attention portée aussi à un art populaire qui soit fabriqué avec une attention d'orfèvre. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi lui faire parler des lectures d'été. On regarde. La définition d'un bon roman d'été pour s'y plonger, je dirais que... Enfin, moi, j'ai besoin d'une histoire quand même, je crois. Ou d'une enquête. Enfin, un truc qui m'intrigue et qui m'aimante. Voilà, je dirais ça. C'est un peu bête de dire ça. Mais ou une histoire, ou une enquête, quoi. Mais moi, je crois que tout a ses lettres de noblesse. D'ailleurs, les trucs les plus simples sont les plus durs à faire. Donc, non, je crois, ouais. Et puis le temps que c'est. Le temps que c'est de pouvoir se poser en vacances pour lire, rien que ça, c'est de la noblesse, quoi. J'ai commencé, alors, soit je le freine et je le continue pour qu'il traîne dans l'été, mais je ne vais pas le freiner. C'est patronyme de Vanessa Springora, que je trouve dément. Ouais, une écriture au couteau, parfaite. Soit je me referai Marie-Blanche dans sa version augmentée de James Fergus. Ça, je trouve que c'est un super roman long d'été. On traverse des époques, c'est génial. Valérie, j'avais envie de vous poser la question qu'on a posée à Alex Lutz sur cette histoire de littérature d'été qui n'aurait pas forcément ses lettres de noblesse. C'est un malentendu, je pense. Et j'aimerais vous la poser. J'ai vraiment pas la réponse parce que je trouve que c'est peut-être les meilleurs bouquins que je lis dans l'année, c'est pendant l'été. Hein. Parce que, comme on le disait, on a le temps. Tout d'un coup, on a le temps. Tout d'un coup, ça s'arrête. Tout d'un coup, on a le temps de passer des heures sur un livre. Donc, au contraire, je veux dire, vive les livres d'été, que ça veut rien dire, en fait. Est-ce que ces livres doivent être connectés ou déconnectés de l'actualité? Pourquoi pas connectés? Pourquoi pas? C'est très intéressant de parler de la psychiatrie. Moi, ça me passionne complètement. Donc, c'est complètement connecté. Et je trouve qu'en France, on a encore beaucoup de progrès à faire autour de cela. Et pourquoi pas... Mais je suis complètement d'accord avec Alex. Une histoire. Un récit et une enquête. Se poser des questions quand on lit. Et que ce soit bien écrit. Et traverser les époques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire être aussi déconnecté de ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire arriver à être hors du monde, quelque part. Je réfléchis.
je lis beaucoup, et je me dis, c'est quand même assez, c'est actuel. Ça se passe plutôt de nos jours. Où je ne sais pas pourquoi je pense à ce livre-là, parce qu'on a parlé de Anne Berest aujourd'hui avec une amie, et que La carte postale est un de mes livres préférés au monde. Et j'ai beaucoup lu aussi autour de la guerre. Mais peu importe l'époque, en fait, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est comme l'histoire de l'argentique, numérique ou argentique, la photo. On s'en fiche complètement si la photo est belle. Là, c'est pareil pour moi, ça peut être un homme, une c'est femme. aussi sans doute un moment d'apprentissage, non, ces lectures d'été. C'est-à-dire que d'un coup, on a le temps, et puis les choses, on absorbe des choses. Par exemple, moi j'ai le souvenir, l'été, quand je lis des polars, et notamment parler de la ville, et par exemple les polars de Léo Mallet, qui se situent dans des arrondissements de Paris, d'un coup on découvre des lieux, qu'on n'a pas forcément visités, et on est ailleurs, tout en n'étant pas loin de chez soi. Pour Michel Bussy, Nymphéa à Noir, je suis allée à Giverny grâce à ce livre. Voilà. Mais en fait, la littérature d'été est associée au mot populaire, en fait. Oui, c'est ça. Moi j'adore ce qui est populaire. Pourquoi ça mauvaise presse? Parce qu'en fait... on dit, voilà, si tout le monde peut lire le livre, c'est que le livre, en soi, c'est pas un chef-d'œuvre, parce que les chefs-d'œuvre ne sont censés être accessibles qu'à une minorité. C'est exactement ça. Moi, je revendique la littérature populaire, et je suis le plus heureux du monde quand je vois quelqu'un qui lit mon livre sur la plage, dans le métro, parce que on leur provoque... Voilà, ça revient, on leur provoque ce moment d'évasion à travers une bonne histoire. Et on a vu justement que la littérature populaire, c'est pas forcément signe de mauvais livres. Parce que les livres qu'on écrit, on voit le fond qu'il y a derrière. C'est-à-dire, l'histoire n'est qu'un prétexte, un piège pour amener le lecteur vers des sujets qui sont importants. Il ne faudrait pas qu'on associe livre d'été à roman de gare. Avant, on parlait de roman de gare. On n'a jamais parlé de roman d'aéroport. Non, mais de films d'avion. Pourquoi pas? Les films d'avion. Oui, les films d'avion, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bon. Donc, les romans d'été, c'est aussi bien que ce que je disais tout à l'heure qu'un roman d'hiver. Oui, et sur cette idée de ne pas les snober, justement, souvent on entend, moi ça m'est arrivé d'entendre des gens dire... Bon, ça, c'est facile à écrire. Moi, j'aimerais trop. Moi, j'aurais le temps, je le ferais, et puis je gagnerais des millions. C'est vraiment très cliché, mais j'ai déjà entendu cette phrase. Mon enfant va être comme Picasso. Enfin, après. Qu'est-ce que vous répondez comme ça à des gens qui peuvent vous dire c'est facile? C'est tellement de travail. Oui. Il y a des bons et des mauvais livres. Après, c'est toujours pareil. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une bonne histoire où il se passe beaucoup de choses que d'avoir une histoire où il ne se passe rien, déjà. Donc c'est vrai que, alors, dans les thrillers, dans les romans du genre policier, on a des codes, c'est-à-dire effectivement des chapitres courts, et on finit toujours sur un suspense, il se passe quelque chose. Alors en fait, on se dit, bah oui, il suffit de faire ça, c'est-à-dire faire des chapitres courts et puis de couper sur un suspense. Bah oui, mais quand vous en avez 70 dans le livre, des événements comme ça, il faut aller les chercher. Donc, quelque part, il y a une complexité, il y a toute une connaissance du lecteur aussi, de se dire, je n'écris pas pour moi, alors on écrit aussi pour... On aime la histoire qu'on raconte, mais on écrit pour des gens, il faut se mettre dans leur tête, de se dire, c'est pour ça que nos romans résonnent avec autant de monde, parce qu'en fait, on n'est pas enfermé dans notre petite bulle, on essaye de se mettre parmi les gens et de se dire, mais qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, et on leur parle de sujets qui leur sont proches, et puis avec des personnages avec lesquels ils vont rentrer en empathie. Le lien, pour moi, c'est le secret d'une bonne histoire, c'est l'empathie immédiate qui va se créer entre un lecteur et un personnage. C'est un peu comme les films aussi, hein. On parle de cinéma populaire, qui ont beaucoup de public, beaucoup d'entrées. C'est pas des mauvais films, forcément. Enfin, voilà, tout le monde peut habiter là, au même endroit. Mais en plus, moi, j'ai grandi avec Steven Spielberg, qui a fait des films populaires. E.T., tout ça, ça parle à tout le monde, mais ça ne l'a pas empêché de faire La liste de Schindler, qui est quand même pour moi un monument historique qui restera et qui montre ce qu'était l'extermination. Enfin, voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et il y a des messages qui passent. Et justement, d'avoir ce populaire ramène des gens dans les salles, ramène des gens dans les librairies, et ce sont des gens qui vont prendre ces messages, en prendre connaissance grâce justement au fait que ce soit populaire. Spielberg est issu d'un moment assez particulier du cinéma américain et hollywoodien, où on a promu les auteurs pour qu'ils soient aussi très populaires. Il y a vraiment ce truc-là, avec lui, Coppola, c'est vraiment des générations de gens qui ont su faire des films d'auteurs à très grand public. Est-ce que dans les littératures françaises, est-ce qu'on n'est pas confronté à un système qui fait des séparations très marquées ?
Mais est-ce que c'est pas une maladie française finalement? C'est un peu franco-français. Parce que dans la littérature américaine, il n'y a On pense pas à Stephen King, par exemple. Je pense à ce qu'il y a, m'amène à penser à Stephen King. Et aujourd'hui, un des auteurs les plus respectés et vénérés. Oui, il y a des cases qui sont spécifiques à la France, enfin, en tout cas peut-être à certains pays européens. Aux États-Unis, on dit il n'y a pas de genre, il y a des bons et des mauvais livres. Voilà. Et quel que soit le genre, on ne fait pas la distinction de se dire c'est un polar. Le livre est bon ou le livre est mauvais. Alors en France, oui, on souffre un peu de ça, de cette catégorisation, ce qui fait que moi j'ai de la chance. J'écris des polars qui se rangent bien, on sait où les ranger. Par contre, il y a des auteurs qui disent ah ben bon, j'ai un polar, mais il y a quand même un peu d'autre chose. Et donc le libraire, il ne sait pas où le mettre, parce qu'il dit si je le mets en littérature, bah, les gens, ils vont pas connaître. Si je le mets dans le polar, ça va. Donc en fait, on souffre un peu de ça. Et c'est vrai que moi, quand j'écris, j'y pense toujours. Je me dis, bah, des fois, j'ai envie peut-être de rajouter une pointe de fantastique, par exemple. Mais je me dis, bah ouais, mais ça va peut-être poser problème. Et c'est vrai qu'on souffre un peu de cet enfermement qui, je pense, est assez français. Ouais. Vous ressentez ça aussi? Quand je rencontre mes lecteurs, j'ai vraiment tous les âges, tous les genres. C'est très troublant même. Très jeunes filles qui lisent Changer l'eau des fleurs, des collégiennes, beaucoup. Et après, ça change selon les pays aussi. Par exemple, Troyes est un phénomène au Brésil. C'est des choses incroyables. Et est-ce que je souffre de ça? Peut-être j'en ai souffert au début. Parce que comme j'avais du succès, on a toujours l'air suspect quand on a du succès. Oui, il y a beaucoup de gens en France qui disent elle a trop de succès, donc ça ne va pas être génial, ça ne va pas être terrible. Mais je crois que maintenant, nous, on a de la chance. Parce que nos lecteurs nous attendent et nous font confiance. Ce que vous dites sur les générations comme ça qui se succèdent, les gens qui touchent, votre livre qui touche autant de gens, ça me fait penser à une question que j'avais envie de vous poser. Il y a souvent des références à la variété française dans vos livres. J'adore. On sent que vous l'aimez. Et pour moi, c'est comparable justement à la littérature et à la littérature d'été. Cette chose qu'on écoute, qu'on lit, qu'on aime, que certains regardent un peu de haut, mais qui nous rassemble. C'était Abba, quand c'est sorti, c'était complètement méprisé. Voilà, alors que maintenant, cette chanson est sublime. Abba, c'est sublime, c'est génial. Moi, j'adore, moi aussi, je me revendique très populaire et j'aime tout ce qui peut l'être. Et pourquoi, du coup, est-ce que vous avez à cœur de rythmer comme ça vos romans avec des paroles, des mentions? En fait, je trouve qu'il y a des musiques et des chansons qui nous bouleversent, notamment Tata, je ne sais pas pourquoi. J'avais Alain Souchon toujours dans la tête. C'était une obsession. J'avais l'obsession Souchon. Et je me suis dit, puisque j'ai l'obsession Souchon, je vais le mettre partout dans ce livre. et on va le retrouver partout à travers des phrases. C'est tellement beau, Souchon. On parle de musique, mais on a évoqué un peu le cinéma, voilà. Changer l'eau des fleurs est en cours d'adaptation. Le tournage se déroule maintenant. C'est réalisé par Jean-Pierre Jeunet. C'est Leïla Bekti qui tiendra le premier rôle. Qui arrose les fleurs. C'est elle qui arrose les fleurs. Vous êtes allée sur le tournage? Je suis allée 2 fois sur le tournage parce qu'ils ont tourné 1 mois dans le cimetière d'Autun en Bourgogne et j'ai une maison à une demi-heure. Donc je suis allée les voir. Je suis allée 2 fois et c'était juste incroyable. Déjà, j'ai vu le visage de Jean-Pierre qui était rayonnant. Donc quand on voit le visage comme ça du metteur en scène, je me dis c'est très très bon signe. J'ai vu Leïla qui est, je peux pas expliquer parce que c'est un gros coup de cœur quoi. C'est comme si c'était quelqu'un. D'ailleurs, on se l'est dit toutes les deux. On a dû se voir 2 ou 3 fois dans notre vie et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et je la trouve très très proche de Violette. Et puis j'ai vu la loge de la gardienne, j'ai vu le cimetière et tout était incroyable. J'ai adoré l'énergie aussi de l'équipe. Voilà. Et maintenant ils vont passer aux gardes-barrières. Ensuite ils vont revenir un peu sur Paris. J'irai, j'espère à la fin sur Sormiou, les Calanques de Marseille. Et vous avez mis votre patte sur l'adaptation ou pas du tout? Pas du tout. De temps en temps, Jean-Pierre m'appelait pour me poser des questions autour d'un moment qui se passait dans le livre, pour qu'on réfléchisse ensemble. On était suffisamment proches pour ça. J'ai la chance de le connaître. Et grâce à Guignon, parce qu'un jour on était à un dîner. Toujours autour de Guignon. Mais oui, je lui dis pourquoi est-ce que la mère d'Amélie Poulain est originaire de Guignon? Où est-ce que vous êtes allé chercher ce nom? Et en fait, il m'explique qu'il a passé son enfance là-bas. Et il commence à me décrire toutes les rues. Et on a vécu quelque chose de fou il y a 2 ans. Je l'ai appelé en FaceTime. Et j'étais dans la cour de son enfance, la cour où vivait son grand-père, où sa mère faisait de la couture. Et rien n'avait changé. Donc nous, on est liés par quelque chose quand même
qui est très très fort. D'autant que dans Changer l'eau des fleurs, je ne l'ai jamais dit ou rarement, le cimetière de Violette, c'est un copier-coller du cimetière de Guignon. Oui. Donc tout est fou, tout est... Voilà. Et vous croyez beaucoup aux signes aussi, non? C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment le choix. Non. Et là, et vous, Franck, certains de vos romans, il y a une adaptation en série, Le Syndrome E, où on a les personnages de Charcot et Lucienne Bell. Qu'est-ce que ça vous a fait, de voir vos personnages prendre cher, vivre, si je puis dire? Est-ce que c'était la même magie que celle qu'on peut lire un peu là dans les yeux de Valérie? Oui. C'est toujours magique quand, je trouve, quand des gens du cinéma ou de l'audiovisuel s'intéressent à votre histoire. Moi, je crée des histoires. Je suis un créateur d'histoires et je les matérialise par un roman. Mais je suis très très heureux quand cette histoire peut vivre d'une manière différente. Et le cinéma, la série en fait partie. Donc la première chose, c'est vraiment d'être heureux que des gens s'intéressent à mon histoire. Et après, alors moi j'ai eu de la chance d'aimer les adaptations. Il y a eu Le Syndrome E, puis il y a eu Le Chambre des Morts, qui est un film qui était sorti en 2007, donc beaucoup plus ancien. J'ai aimé ces adaptations, mais à la rigueur, si au final je n'aimais pas, je me dirais, bon, c'est dommage parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attends, mais ça n'enlève rien à cette belle aventure. Parce qu'en fait, finalement, les metteurs en scène, les producteurs veulent toujours faire au mieux. Leur but, c'est s'ils prennent les droits d'un livre, c'est quand même de le respecter, de rester proche de l'âme du livre. Donc finalement, si le résultat final est décevant, je me dirais, bon, c'est dommage, mais ça n'enlève rien, voilà, ça a été une belle aventure. Et aujourd'hui, je ne participe plus au... Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous êtes scénariste aussi. Oui. Est-ce que vous aviez participé à l'écriture de ces adaptations, et maintenant vous... Non, c'est fini, ça, non. Oui. Ça vous a lassé un peu? Oui, un peu, parce qu'en fait, le milieu de l'audiovisuel, c'est très contraignant. Alors, écrire aussi, mais écrire, c'est la liberté. On est libre. C'est une liberté absolue. On est seul. Alors, le fait d'être avec des gens, c'est bien aussi. Je veux dire, dans le scénario, ça fait du bien. Donc, dans le scénario, on retrouve du social. Le problème, c'est que tout nous échappe. On est un maillon d'une chaîne de 10 décideurs, en fait. Le réalisateur va décider, le producteur, le comédien va dire, mais non, ça va pas. Et donc... Et on recommence, et on s'éloigne de ce qu'on a fait au début. Et moi, à un moment donné, je m'en suis un peu lassé, mais ça a été vraiment écrire pour le cinéma ou la série, c'est extraordinaire parce que ça prend vie immédiatement. Et puis, je pense à vos romans, je pense à En retardement, par exemple. Je me dis, comment est-ce qu'on peut aller dans le gore au point où vous le faites dans certaines scènes de votre livre? Est-ce qu'on peut, à l'écran, au cinéma peut-être, à la télé, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller aussi, aussi graphique, aussi détaillé? Parce qu'il y a des fois, moi, je lis certaines scènes, je me dis, mais waouh! De toute façon, c'est l'adaptation, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais aujourd'hui, dans les séries, quand même, ce qu'on voit sur les plateformes, il y a quand même ça va assez loin. Il n'y a jamais de violence gratuite, c'est-à-dire, effectivement, il y a des scènes de crime qui sont impressionnantes, parce que c'est un peu aussi le propre du genre de commencer par une scène qui va déménager extrêmement forte. Mais oui, aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour adapter des histoires. Justement, il y a cette liberté. Quand j'ai commencé à écrire pour la télé, il y a 15 ans, il y avait les chaînes publiques. On ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'ils avaient très peur. Ah non, attention, il y a une goutte de sang. Ah non, on arrête tout. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'il y a la concurrence. Et donc, ils sont plutôt demandeurs parce qu'ils se rendent compte que finalement, les gens... Ça marche. Ça marche sur les gens. Oui, ça marche. Le polar marche. Donc non, il n'y a pas de souci au niveau... ils peuvent aller aussi loin que dans le livre. Est-ce que la série, c'est inspirant quand on écrit? Est-ce que regarder des séries, justement, est-ce que c'est des choses qui... Oui, vraiment. C'est très, très, très inspirant. Ça résonne beaucoup. Il y a des idées géniales dans les séries. Et puis, les gens... C'est bien, ça ramène aussi des gens vers la lecture. Oui, c'est ça. Je trouve, parce que les gens découvrent les séries. Alors, parfois, ils se rendent compte que c'est une adaptation. Oui. Ils disent, ah bah tiens, on va aller découvrir l'auteur. Oui, donc, ils viennent vers les livres. Et puis, en fait, finalement, dans la série... on retrouve quand même le rythme qu'on met dans nos livres. Il y a vraiment une correspondance très forte. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on ressent aussi avec vos livres. Et c'est une question que je voulais vous poser parce qu'on a parlé de votre art de maintenir le suspense, comme ça, de soutenir à chaque chapitre, à chaque très court chapitre. Mais il y a ça aussi dans vos livres, il y a du suspense. Vous en avez parlé rapidement, mais je voulais savoir, vous, quand vous écrivez, dans quelle mesure vous pensez à ça? Dans quelle mesure vous construisez l'histoire pour qu'elle surprenne, pour maintenir ce suspense? D'abord, il faut que je sois très attachée aux personnages, qu'ils soient détestables ou aimables. Il faut que je puisse me glisser dans leur peau.
Donc moi aussi, je viens du scénario. J'ai commencé à travailler, j'ai travaillé longtemps avec Claude Lelouch, et ça, c'est la meilleure des écoles. Et donc, du coup, j'ai réussi, grâce à ça, à me glisser totalement dans la peau de chacun de mes personnages. Donc, j'ai besoin de ça. Et puis, je sais où je vais. Je ne sais pas quel chemin je vais emprunter, mais je sais exactement où je vais. Et souvent, dans mes livres, il y a un moment, il y a un instant, je pense notamment, je donne toujours cet exemple dans 3, tous 3 convergent autour d'un instant où les deux, c'est l'histoire de 3 amis d'enfance, il y a 2 garçons, et tout converge autour d'un moment où ils se retrouvent à Paris, tous les deux, il y a un face-à-face terrible, et on comprend pourquoi ils en arrivent là, et jusqu'où ça va aller. Et en fait, c'est souvent ça. J'écris de très gros livres, j'ai quelques notes ridicules dans un tout petit cahier, tout est dans ma tête, je le connais par cœur, et en revanche, j'ai besoin, c'est une moyenne, parce qu'on n'est pas des robots, on ne sait pas, mais j'ai besoin d'un minimum de 2 ans, 2 ans et demi pour écrire et construire un roman. Ce qui n'est pas le cas. C'est très long. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Écrit très vite. Les rythmes ne sont pas les mêmes. Ouais. Très lent. On a beaucoup parlé de livres qu'on lit en été, à la plage ou pas, mais en tout cas... souvent la plage quand même. Mais oui, Bernard, c'est la montagne. Mais on n'a pas parlé forcément de ceux qui parlent de plage, parce que là, on parle de livres d'été, mais on ne parle pas de livres qui parlent de l'été, de la plage. Mais ils existent. Et d'ailleurs, les éditions Séguier viennent justement d'en sortir une anthologie. Et c'est Joseph Gott qui s'est plongé dedans et qui va nous en parler. Absolument. J'ai envie même de vous dire que sous ce pavé, la plage. On ne voudrait pas. Et sous ces deux-là aussi. On attendait la blague. On attendait la blague, j'ai réussi à la sortir. Super. Merci. Bravo. Oui, une anthologie d'écrits sur la plage. Ça parle de plage. Ça permet de revenir sur ce que c'est que la plage, parce que la plage n'existait pas avant le XVIIIe ou le XIXe siècle, puisque c'est à cette époque-là qu'on a créé les soins balnéaires, et que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à ces lieux, que la littérature s'en est emparée, et que notamment la littérature réaliste a commencé à s'emparer de ces lieux pour comprendre le monde, pour regarder la société et pour l'ausculter. Et petit à petit, les plages, c'est-à-dire les plages de sable ou de galets, sont aussi devenues des villes. Et c'est comme ça qu'il y a tout un littoral qui s'est créé, qui s'est installé, et que petit à petit, une littérature s'est créée, et que ces endroits-là sont aussi devenus des endroits de drame, mais aussi de nostalgie, d'invention et aussi de compréhension un peu du monde, ou alors de distance avec ce monde-là. J'ai envie de vous lire 2 petits extraits, si vous me le permettez. Le premier... J'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien. Le premier extrait s'appelle « Déclaration d'amour à la plage ». C'est un extrait de Falaise d'Olivier Adam, ça date de 2005. Et ça se passe à Étretat en Normandie. « J'aime le soir, dans la lumière dorée puis la nuit montante, voir de jeunes couples ou de plus vieux se tenir la main et marcher sur le sable lisse et brillant, fumer des cigarettes, les yeux au ciel, flâner et avoir des gestes, des élégances, des sourires qu'ils n'ont nulle part ailleurs. J'aime les soirs de feux d'artifice, la plage surpeuplée et les gamins avec leurs lanternes, les pétards et la foule qui se presse pour être servis. J'aime les matins pâles et la plage abandonnée aux oiseaux, et ce type, payé par l'office de tourisme, qui vient jouer de la cornemuse, les pieds plantés dans la mer. Je lui sers jusqu'à midi des verres de blanc qu'il boit en commentant l'actualité. Je crois qu'il n'y a pas de livre d'été sans un verre de blanc. Mon deuxième extrait, si vous me permettez, c'est celui d'un des 2 auteurs que je relis tous les étés. C'est un extrait de Dimanche d'août de Patrick Modiano. Ça se passe à Nice, cette fois. Il faisait très chaud cet été-là. Nous avions la certitude que l'on ne nous retrouverait jamais ici. L'après-midi, nous suivions le remblai et nous repérions l'endroit de la plage où la foule était la plus dense. Alors nous descendions sur cette plage, à la recherche d'un tout petit espace libre pour nous étendre sur nos serviettes de bain. Jamais nous n'avons été aussi heureux qu'à ces moments-là, perdus dans la foule au parfum d'ambre solaire. Les enfants autour de nous bâtissaient leur château de sable et les marchands ambulants enjambaient les corps et proposaient leur crème glacée. Nous étions comme tout le monde. Rien ne nous distinguait des autres ces dimanches d'août. J'avoue que c'est un livre que je relis tous les dimanches d'août. Justement, en parlant de dimanche d'août, la question qu'on a envie de vous poser à tous les deux, je vais vous la poser tour à tour. Vous y avez déjà un petit peu répondu en début d'émission. Mais Valérie Perrin, qu'allez-vous lire cet été? Je vais lire le livre de Franck. Si tu me permets. Si tu me permets. Et moi, je vais l'offrir. Après ou avant Marcel Pagnol, alors?
Ouais. D'accord. Je vais lire Marcel Pagnol à Claude, parce que je lui fais la lecture, et Franck, je lirai toute seule. Mais vous allez lire tout Pagnol ou vous allez choisir? On a déjà commencé l'année dernière. D'accord. On a déjà fait la trilogie. Oui. Ah, c'est beau. Oui, je fais ça On va en depuis faire des un film. années. Avec l'accent? Oui. Bon, je ne ferai l'accent. pas ça. Mais quand je suis seule avec Claude, je ne suis pas timide. Et je vais rendre la politesse. Ouais, j'ai trop envie de Mais le lire, lequel alors changer l'eau des fleurs ou pour découvrir un peu le. Ah non, toi, il faut que tu dises Tata. Tata. Ouais. Donc, je m'y retrouve un peu plus. Vous avez beaucoup parlé de 3. Ouais, 3. On sent que c'est quand même là, il y a un sentiment En fait, c'est les gens. supplémentaire. En fait, c'est pas moi, Oui. c'est mes lecteurs. En fait, D'accord. quand j'ai commencé à signer Tata, comme il avait 3 ans, Oui. les gens ils sont revenus me voir pour me parler de l'importance Formidable. pour eux de 3 D'accord. dans leur vie. Voilà. Et, ouais. Non, donc vous allez lire le livre de Valérie. Oui, je vais lire un polar que j'ai mis. Alors, il y a un gros salon qui s'appelle Quai du Polar, qui est en avril. Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit, parce que je l'avais J'allais pris dire là. la même chose que toi. Ah, c'est vrai. On vient de m'écrire. Tu connais Caroline Mais Vallat? signe encore. Oui, On je va connais. vous laisser. Eh ben, Caroline m'a dit, donc, notre libraire adoré m'a dit, si tu dois lire un livre cet été, c'est celui-là. Oui. Donc ça y est, il est acheté. Et c'est donc, un pavé, il fait 800 pages, donc Oui. il faut vraiment le temps pour le lire. ben, j'allais dire la même chose. Et Voilà. ça, c'est vraiment Absolument. le plaisir de se dire, Oui, voilà, on va avoir a du le temps. On a le temps de le lire. Est-ce que vous vous D'accord. rendez compte du bouche-oreille? On ne s'était pas du tout Mais parlé. oui, c'est hein. incroyable. Moi, je ne crois pas au bouche à oreille. Je Les crois au signes, signe encore comme un vous. signe. Voilà, je C'est préfère encore croire un au signe. signe, c'est plus poétique C'est fou, hein. que le Ouais, bouche c'est à le bouche à oreille. oreille. C'est fou, hein. Ouais. Voilà. Et autre question qu'on a envie de poser, où est-ce que vous allez les lire? Alors moi, je pars au bord de la mer. C'est très important, le bord de mer pour moi. Quoi qu'il arrive, je pars 9 jours dans le sud de la France. Et sinon, je serai chez moi en Bourgogne et un petit peu en Normandie aussi. Ah. Et alors moi, je lis dans mon jardin parce qu'en fait, quand je pars en vacances, mais c'est du road trip, donc je suis souvent en train de conduire, donc un peu le temps le soir, mais souvent, j'adore lire chez moi, dans mon jardin, ça c'est le bonheur. C'est la bulle bulle dans la bulle. Oui. Je vous conseille aussi, dans nos lectures d'été, les livres qui ont remporté le Grand Prix de l'héroïne du Madame Figaro. Parce que voilà, si on en est au conseil de lecture pour l'été, donc ne manquez pas Amour manqué de Suzy Boyd, La saison des bêtises de Mathilde Lanzelin. Un premier roman formidable. Ouais, qui est un très bon premier roman. Suzanne Valadon, Sans concession, qui est un biopic, je suis dans le cinéma, qui est une biographie illustrée de la peintre Suzanne Valadon, et La nuit sur commande de Christine Angot sur la nuit qu'elle n'a pas passée à la Bourse du Commerce. À peine. Voilà, quelques heures. Voilà. Et ben, voilà. Merci Valérie Perrin. Merci à vous. Merci Franck Tillier. Merci. Je rappelle que Tata est disponible aux éditions Albin Michel et À retardement aux éditions Fleuve Noir. Je vous souhaite un bel été à tous, à toutes, plein de livres, quels qu'ils soient. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau chapitre de collection.